Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres de ce samedi 4 janvier. Le parquet national antiterroriste a décidé de se saisir de l'enquête après la tuerie de Villejuif hier. Son auteur, un homme de 22 ans, a fait preuve d'une extrême détermination, agressant des passants en criant Allahu Akbar et épargnant un homme musulman parce qu'il a été capable de lui réciter une prière. Nous nous interrogerons sur le coût de la grève pour la RATP et pour la SNCF. On se demandera également comment s'est passée cette journée de retour pour les vacanciers. Ce sera avec vous, Diane Schlinger, en direct de la gare Montparnasse à Paris. Les Américains ont commis un acte de guerre. La colère des Iraniens ne retombe pas alors que des milliers de personnes ont participé tout à l'heure aux obsèques du général Soleimani. Nous serons en direct de Washington avec Loïc Delamornay pour prendre la température côté américain. C'est donc bien une attaque terroriste qui a eu lieu hier quand un jeune homme a poignardé mortellement un homme et blessé grièvement sa femme dans les rues de Villejuif. On en sait nettement plus ce soir sur le profil de l'assaillant. Claire Colnet, Fabienne Blévis. Son parcours meurtrier aura duré près d'une heure et jusqu'au bout, l'assaillant semblait particulièrement déterminé. À cet instant, il est au sol, blessé par un premier tir de police. Il tente de se relever. Les policiers le neutralisent. On les entendait qui criaient, qui lui demandaient d'obtempérer. En fait, la personne, je ne sais pas, elle bougeait, elle gesticulait dans tous les sens. Pourquoi l'homme a-t-il frappé des passants au hasard? Pour l'instant, ses motivations restent troubles. Selon les enquêteurs, Nathan C., 22 ans, s'était converti à l'islam en 2017. Il n'était pas fiché S et était inconnu de l'antiterrorisme. Mais dans le parc où il a commis l'attaque, des témoins disent l'avoir entendu crier Allahu Akbar et il aurait épargné un passant qui s'était dit musulman. Enfin, les policiers ont trouvé près de lui des documents troublants. Des ouvrages divers sur la religion musulmane et quelques ouvrages effectivement qu'on peut qualifier de salafistes. Ça, c'est ce qui était avec lui. Bon. Et puis par ailleurs, une lettre qui peut être considérée comme non pas une lettre d'allégeance, mais une lettre de départ, une lettre testamentaire. Une lettre caractéristique de certains terroristes pour revendiquer leur action. Selon les enquêteurs, le jeune homme avait aussi vidé son appartement au sud de Paris. La procureure décrit une personnalité au parcours complexe. C'est celui d'un garçon qui a été, je dirais, très vite repéré comme étant quelqu'un avec des hautes capacités intellectuelles, mais avec également cet aspect plus sombre de cette personnalité, de suivi psychiatrique qui sont engagés très tôt dans son parcours, puisque sa maman fait état d'un suivi psychiatrique qui commence à l'âge de 5 ans. Il venait d'interrompre son traitement médicamenteux. Nathan C. avait-il préparé son acte? A-t-il agi au nom d'une idéologie ou dans un accès de folie? Selon ce psychiatre, la frontière est souvent mince entre terrorisme et troubles mentaux. C'est ce type de profil qu'on voit de plus en plus commettre des attentats aujourd'hui. Et je crois que se demander s'ils sont fous ou radicalisés, ça n'a plus beaucoup de sens. Parce que le discours de la radicalisation vient alimenter leur folie. Le parquet antiterroriste vient de se saisir de l'affaire. Et ce matin, les policiers de la brigade anticriminalité du Kremlin-Bicêtre, qui ont mis le terroriste présumé hors d'état de nuire, ont reçu la visite et les félicitations du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Dans l'actualité également, ce samedi était une nouvelle journée de manifestation pour les opposants à la réforme des retraites. Ils étaient quelques milliers à Paris, quelques centaines à Marseille, au départ du Vieux-Port, ou encore à Toulouse, où des gilets jaunes ont bloqué les rails pendant quelques minutes à la gare de Toulouse-Matabio. Mobilisation également à Rennes. Un mouvement qui reste soutenu par 61% des Français, selon une étude publiée ce matin par l'Institut Odoxa. On va maintenant prendre des nouvelles des vacanciers qui rentraient aujourd'hui. Bonsoir Diane Schlinger, vous êtes en direct de la gare Montparnasse à Paris. Tout ce week-end, la SNCF doit rapatrier 800 000 voyageurs au total. Alors racontez-nous comment ça s'est passé pour cette première journée, s'il vous plaît. Eh bien écoutez Thomas, ça s'est plutôt bien passé. Cette année, c'était a priori plus facile de rentrer de vacances que d'y partir. En ce 31e jour de grève, le trafic était certes perturbé, mais beaucoup moins que les week-ends précédents, avec par exemple 2 TGV sur 3 et une circulation quasi normale sur certains axes. En revanche, c'était parfois un peu plus compliqué dans certaines régions au niveau des TER, comme par exemple en Occitanie. Et pour ceux qui avaient opté pour la voiture à l'aller, eh bien, il a fallu rentrer et patienter dans les bouchons, en particulier en quittant les stations de ski. Aujourd'hui, 50 000 véhicules ont ainsi emprunté les routes de Savoie, l'un des 3 week-ends les plus chargés de l'année pour ce département.
Merci beaucoup Diane Schinger en direct de la gare Montparnasse. Côté trafic, pour demain maintenant, comptez sur 2 TGV sur 3, 4 Ouigo sur 5, 1 TER sur 2 et 1 Transilien sur 5. À la RATP, le trafic restera très perturbé et 2 lignes, la 4 et la 7 bis, seront totalement fermées. 5 décembre, 5 janvier, demain, ça fera un mois pile que la grève a débuté. À la RATP comme à la SNCF, on fait déjà les comptes. Et une chose est sûre, la facture sera lourde. Christelle Méral, Maëlys Septembre et Océane Labalette. Des transports limités, parfois inexistants depuis 31 jours en France. Quel est le coût de la grève pour la RATP et la SNCF? Depuis le 5 décembre, la SNCF a remboursé 1 400 000 voyageurs au guichet ou par Internet. Mais selon certains usagers, ce n'est pas toujours simple. J'ai reçu des bons d'achat. Et j'étais venue pour les utiliser, prendre un autre train. Mais là, par exemple, avec le Ouigo, ce n'est pas utilisable. Sur Internet, justement, je n'ai pas réussi. Donc, du coup, je suis venue en boutique. Alors, mon remboursement de billets de train, on va dire, ça s'est très bien passé. Il y a les clients à rembourser et le chiffre d'affaires en moins avec les billets non réservés. Le conflit coûte 20 millions d'euros par jour à la SNCF, soit déjà 620 millions d'euros. Le patron du groupe s'en alarme. Les comptes 2019 seront fortement impactés par ce conflit. À la RATP, le manque à gagner s'élève à 3 millions d'euros par jour, soit 93 millions. Reste un coût de taille à déterminer, celui du remboursement des abonnements. Il sera fixé à la fin du conflit. En Île-de-France, la présidente de la région réclame un dédommagement à 100% du pass Navigo. Mais selon cet expert, un remboursement intégral coûterait cher à la RATP. Un mois de pass Navigo, le coût sera largement supérieur à 100 millions d'euros. Il pourrait même tangenter les 200 millions d'euros. Donc on voit bien que c'est une perte importante pour l'entreprise publique, dont les résultats tournent autour de 250 à 300 millions d'euros en fin d'année. Autre interrogation, l'impact en termes d'image. Une indication, après la grève de 2018, la SNCF n'a pas enregistré une baisse de ses clients. Au contraire, le trafic a augmenté. Sur le fond de la réforme maintenant, on sait que les discussions vont reprendre de manière très formelle à partir de mardi au ministère du Travail. Mais le chef de l'État l'a dit, l'a répété, pas question de revenir sur le principe du régime universel, autrement dit le même pour tous. Il le disait d'ailleurs déjà à Rodez, c'était lors d'un débat le 3 octobre dernier. C'est pas possible dans un système qui est universel par points. Donc, on ne va pas garder... Si je commence à dire on garde un régime spécial pour l'un, ça va tomber comme des dominos. Hein. Parce que derrière, on me dira, vous faites pour les policiers, donc les gendarmes. Donc ensuite, on me dira, vous faites pour les gendarmes, donc pourquoi pas pour les infirmiers, infirmières, les aides-soignants. Et puis, on va refaire nos régimes spéciaux. Et il n'en est pas question, disait le chef de l'État. Et en tout cas, au 31e jour de grève, tout cela paraît plus aussi clair. Car depuis quelques jours, on a le sentiment que tout le monde n'est plus exactement logé à la même enseigne. Alors là, je me tourne vers vous, Valérie Astruc. Bonsoir. Alors on a parlé de la RATP et de la SNCF. Eux, ils ont obtenu d'avoir un report dans l'entrée en vigueur de la réforme. Qui d'autre a eu droit à des dérogations pour l'instant? Alors il y a d'abord les policiers qui pourront partir en retraite à taux plein à 57 ans au nom de la dangerosité de leur métier. Les chauffeurs routiers pour routeuses aussi toucher leur pension dès 57 ans sous certaines conditions. Ensuite, les pilotes, stewards, hôtesses de l'air pourront quant à eux liquider leurs droits dès 60 ans et conserveront leur caisse de retraite complémentaire. Enfin, les marins-pêcheurs verront l'âge de départ calculé en fonction du temps passé en mer. Alors, vous nous parliez par exemple des policiers. Il paraît qu'ils sont toujours pas contents. Pourtant, ils ont obtenu quelque chose. Pourquoi sont-ils toujours en colère? Eh bien, parce que les policiers exigent d'être alignés sur les gendarmes qui, en tant que militaires, échappent totalement à la réforme. Ils sont déjà repartis en grève. Et puis, les avocats, eux, ont certes obtenu qu'on ne touche pas à leur fonds de réserve de 2 milliards d'euros, mais ils rejoignent le mouvement avec toutes les autres professions libérales, les médecins, les experts comptables, les kinésithérapeutes. Ils s'opposent à l'augmentation prévue de leur cotisation retraite. En tout cas, on ne parle plus de régimes spéciaux, mais de régimes spécifiques. Hein. Tout est dans la nuance. Merci beaucoup, Valérie. Il a une partie importante des cartes en main dans ce conflit. C'est Laurent Berger, le patron de la CFDT, qui sera demain soir l'invité du 20h en direct sur France 2. C'est l'hiver chez nous, c'est l'été en Australie, un été de plus en plus catastrophique là-bas. On a dépassé, écoutez bien, les 49 degrés près de Sydney tout à l'heure. Les vents, eux, ne faiblissent pas. De quoi accentuer encore le chaos lié aux incendies. Des feux que les locaux ont d'ailleurs rebaptisés le monstre. Caroline Motte.
Au sud de Sydney, cet immense mur de feu laisse imaginer l'ampleur de la catastrophe. L'Australie est toujours en proie à des feux incontrôlables. Déjà plus d'une vingtaine de morts et 6 millions d'hectares partis en fumée. Les foyers actifs se concentrent surtout dans le sud-est du pays, aux abords de Sydney. Depuis des mois, les pompiers font ce qu'ils peuvent pour sauver les habitations. Il y a eu un sens incroyable de la communauté. S'il n'y avait pas eu ces gars qui ont l'expérience des feux de brousse, ma maison ne serait plus là. Mais certains n'ont pas d'autre choix que de partir. C'est bouleversant. Mais ce que je veux avant tout, c'est être en vie et que nous soyons tous en sécurité. Plusieurs villes comme cette station balnéaire sont totalement cernées par les flammes. Les évacuations se multiplient. 100 000 personnes ont reçu l'ordre de quitter leur domicile. Prises en charge par la Marine nationale, les voilà sains et saufs aux abords de Melbourne. Ma famille n'est pas là-bas, mais malheureusement des amis y sont encore et je suis vraiment inquiète. Un autre feu menace désormais la périphérie de Sydney. Dans cette ville, la plus peuplée du pays, le thermomètre est monté aujourd'hui jusqu'à 48,9 degrés. Ces baigneurs ne semblent pas inquiets. Pourtant, les autorités redoutent désormais des coupures de courant. En Australie, où, rappelons-le, l'été ne fait que débuter et va durer jusqu'à la fin du mois de février. En Irak, les obsèques du général Soleimani, assassiné sur ordre de Donald Trump, ont eu lieu ce matin. Un cortège funèbre escorté par une foule considérable, foule exprimant sa colère au cri de mort à l'Amérique. Hakim Abdelkalek. Porté en triomphe par des dizaines de milliers de personnes, le cercueil du général Soleimani. À ses côtés, les dépouilles des 9 autres personnes tuées dans l'attaque du drone américain. C'est depuis Bagdad, à 100 km de là, que le convoi funéraire a démarré en traversant les rues de la capitale irakienne. Au passage du cortège, les mains se tendent pour effleurer les corps. Je voudrais vous dire à vous les Américains que notre réponse sera immense et qu'elle fera trembler la terre sous vos pieds. Au milieu de la foule, avec sa casquette grise, la présence remarquée du Premier ministre irakien qui a dénoncé une agression contre son pays. À Téhéran, le président iranien a réitéré aujourd'hui sa promesse de vengeance lors d'une rencontre avec la fille du général Soleimani. Monsieur Rouhani, quand le sang des amis de mon père coulait, mon père se vengeait. Maintenant, qui va venger le sang de mon père? Tout le monde aura sa revanche pour le sang du martyr, ne vous inquiétez pas. Au cri de mort à l'Amérique, la capitale iranienne pleure son héros militaire. Avec encore et toujours un seul mot d'ordre, la vengeance. On veut leur en mettre plein la figure, car ils ont martyrisé un dirigeant militaire très important pour nous. Pour les Iraniens, la question n'est pas de savoir si le régime va se venger, mais où et quand il va frapper. Ce soir, en Irak, 2 obus de mortier ont été tirés dans la zone où se trouve l'ambassade américaine. Et 2 roquettes sont tombées dans une base irakienne abritant des militaires américains. Les États-Unis ont commis un acte de guerre qui appelle des représailles. C'est ce qu'a affirmé l'ambassadeur iranien à l'ONU tout à l'heure. Quelques heures avant, Donald Trump, lui, avait affirmé avoir agi pour arrêter une guerre, pas pour en commencer une. Bonsoir Loïc Delamornay, vous êtes en direct de Washington. On voit bien que depuis 24 heures, la tension ne cesse de monter. Comment tout cela est-il vécu chez vous aux États-Unis ? Écoutez Thomas, Donald Trump a bien essayé de jouer la carte de l'unité nationale, mais je peux vous dire qu'ici, à Washington, eh bien, la tension est quand même à son comble, car effectivement, les démocrates, l'opposition, ne décolèrent pas, pas parce qu'ils aimaient particulièrement l'ex-général Soleimani, mais tout simplement parce qu'il normalement, il doit y avoir un certain consensus politique dans ce type d'opération et d'assassinat ciblé. Il doit normalement recueillir l'aval d'un certain nombre d'élus, notamment démocrates, au Congrès. Ça n'a pas été le cas. Donald Trump a pris cette décision tout seul, d'autant qu'on le sait, il n'est pas entouré par beaucoup de conseillers de haut calibre. En tout cas ici dans la rue, les Américains comme les médias s'interrogent. Regardez notre reportage avec Thomas Donzel.
Hier matin, l'Amérique se réveille stupéfaite par l'ordre de son président, assassiner le général Soleimani. Sur les plateaux de télévision, de nombreux experts et invités font part de leur inquiétude, craignant une escalade. Cette seule action peut avoir des conséquences horribles et incalculables. Le résultat, c'est qu'il va y avoir des morts de civils américains. Les émissions pro-Trump, elles, se frottent les mains. Ce soir, le monde est plus sûr, car le criminel de guerre le plus brutal et diabolique au monde a fait face à la justice. D'anciens militaires, comme cet ex-soldat des forces spéciales, racontent comment ils ont surveillé le général Soleimani sous les mandats de Bush et Obama sans jamais intervenir. Chaque fois qu'on demandait au commandement si on pouvait le capturer ou l'abattre, la réponse était « certainement pas ». La présidence avait trop peur des représailles. Dans la rue, les Américains se divisent. Les électeurs de Donald Trump applaudissent. Je pense que ce que le président a fait était courageux. C'était une décision audacieuse et nécessaire. Mais ailleurs, les démocrates et de nombreuses manifestations anti-guerre dénoncent ce coup de force. Je suis une vétéran de l'infanterie américaine. J'ai été déployée au Moyen-Orient et j'ai vu moi-même les souffrances et les conséquences de ces guerres qu'on mène sans fin. Impossible ce soir de mesurer les conséquences pour le Moyen-Orient, comme pour l'élection présidentielle américaine. Et alors que Téhéran annonce une possible relance de son programme nucléaire, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a appelé l'Iran à respecter l'accord de Vienne, accord qui vise à garantir le caractère strictement civil du programme nucléaire iranien. En bref, un attentat au Burkina Faso tout à l'heure, un bus transportant principalement des collégiens qui rentraient de leurs vacances de Noël a sauté sur un engin explosif. Ça s'est passé dans le nord-ouest du pays, tout près de la frontière avec le Mali. Le bilan provisoire fait état de 14 morts et 4 blessés graves. On revient en France avec une des nouveautés du 1er janvier qui est un peu passée inaperçue. Depuis le début de l'année, donc, les médicaments non génériques sont moins bien remboursés. En fait, la base de remboursement est désormais le prix du générique. L'idée, c'est de faire changer nos comportements. Explication de Florence Griffon et Régis Massini. Depuis le 1er janvier, ce pharmacien dispose d'un argument supplémentaire pour convaincre les patients réticents au générique. Les médicaments originaux leur coûtent désormais encore plus cher. Exemple avec un médicament anti-reflux. Ça, c'est ce qu'on appelle le Princeps, l'Inexium, et son médicament générique, dont un des laboratoires qui le fabrique, s'appelle l'ésoméprazole. Donc le même dosage, évidemment, le même principe actif, le même nombre de comprimés. Celui-là vaut 7,25 €. Celui-là vaut 6,05 €. Un patient qui préfère la formule originale ne sera désormais remboursé que sur la base du générique. La différence reste à sa charge. Une mesure diversement appréciée par les clients. Si ça a le même effet, je préfère payer moins pour avoir le générique plutôt que l'original. Moi, je comprends qu'en termes de coûts, on puisse orienter vers des génériques pour justement limiter les coûts. Après, moi, le tout générique, je suis non plus pas forcément pour. Autre nouveauté, la mention non substituable par un générique que les médecins notaient sur l'ordonnance et qui était souvent réclamée par les patients est désormais réservée à des cas exceptionnels. Pour ce médecin, c'est une bonne chose. Ces longues tractations qui polluaient la consultation avec le patient, elles n'ont plus lieu d'être dorénavant. Avec ces mesures, l'assurance maladie espère économiser 100 millions d'euros. On voit qu'on reçoit pas. Toujours à propos de santé, gare à la gastro, elle commence l'année en fanfare. Regardez la carte, quasiment aucune région n'est épargnée et même les huîtres sont touchées. Plusieurs bassins de production du Morbihan et de la baie du Mont-Saint-Michel sont à l'arrêt car les huîtres y ont été contaminées par des rejets côtiers, comme on dit pudiquement. De la politique, puisque vous le savez, nous voterons les 15 et 22 mars prochains pour les élections municipales. Après Marseille, nous vous emmenons ce soir dans un autre fief politique, c'est Lille. Lille, ville tenue par Martine Aubry depuis presque 2 décennies maintenant. 2 décennies, série en cours. Hélène Hugues et Jean-Marie Lecartier. C'est l'une de ses toutes dernières créations. L'école de musique des Bois Blancs, inaugurée il y a 4 mois, au cœur d'un quartier populaire de la ville. Martine Aubry a le sourire d'une mère fière de ses enfants comme de son bilan. Voilà bientôt 19 ans qu'elle donne le rythme à Lille et elle compte bien jouer encore sa partition. Candidate à un 4e mandat alors qu'elle avait juré de s'arrêter à 3.
Je l'avais pas tout aujourd'hui, j'ai dit qu'une fois, mais je le pensais vraiment. Voilà. Et je pensais que c'était effectivement sain de m'arrêter au bout de 3 mandats. Mais je sens aujourd'hui que les Lillois, ils sont comme les Français, ils se sentent vulnérables. Il y a beaucoup d'inégalités dans notre pays. Elle se fait donc comme un devoir d'y aller, aussi pour garder Lille en rose, après que les socialistes ont perdu la région et le département au profit de la droite. Il faut dire que la patronne Aubry n'a pas désigné d'héritier. Comme elle le fut elle-même en 1995, choisie comme dauphine par Pierre Mauroy. À 45 ans, la fille de Jacques Delors, plusieurs fois ministre déjà, est alors l'étoile montante du PS. Mais parachutée à Lille, il lui faut trouver les mots et la manière pour se faire adopter. Je me sens bien dans le Nord, je l'ai dit plusieurs fois, je sens que c'est rare dans notre pays d'être dans une région et dans une ville où on a appris à vivre ensemble. En 2001, Martine Aubry est élue maire. Elle quitte alors le gouvernement Jospin pour se consacrer exclusivement à sa ville. Le maire de toutes les Lilloises et de tous les Lillois. Et les Lillois découvrent un caractère. Bonne vivante avec ses amis, mais une réputation de dureté au travail. Je ne l'ai pas battue, parce qu'on peut, au point où on en est de ce qu'on raconte, et son mari non plus. Et son mari non plus. Est-ce qu'ils ont l'air martyrisés? Violette Spielbout est l'ancienne directrice de cabinet de Martine Aubry, aujourd'hui candidate contre elle à la mairie de Lille. Plus que son autorité, elle dénonce une forme d'usure. C'est quelqu'un qui a beaucoup de tempérament, qui a beaucoup de caractère, mais ça c'est plutôt une qualité pour une femme ou un homme en politique. Après c'est vrai que je pense que c'est plutôt les années qui ont enfermé sa façon de fonctionner, l'isolement. Opposant de longue date, le candidat LR est lui plus virulent. Martine Aubry est une femme intelligente, travailleuse, obstinée, mais je dirais plus qu'obstinée, elle est autoritaire et même totalitaire. Vous êtes autoritaire? Je pense savoir où je veux aller. Voilà. Et je pense que dans une société qui va si mal, il vaut mieux avoir un cap, des valeurs et s'y tenir. Bille en tête, voilà. Martine Aubry s'est donc attelée à transformer Lille, rénovant les quartiers populaires. Les friches industrielles restent un problème majeur. 9e jour de pollution aux particules sur l'agglomération lilloise. Tous les candidats s'en emparent et dénoncent une prise de conscience tardive de Martine Aubry, y compris les Verts qui gouvernent pourtant avec elle depuis le début. Le bilan écologique de Martine Aubry, il est bon, mais c'est le bilan des écologistes. Mais aujourd'hui, c'est plus des politiques de petits pas. Il faut vraiment en fait changer d'échelle. Martine Aubry sait qu'elle est attendue sur ce sujet de l'écologie. Elle tient d'ailleurs à nous montrer cet écoquartier construit il y a plus de 10 ans. Le premier en France, affirme-t-elle. Preuve, s'il en fallait, qu'à 69 ans, elle ne lâchera rien à ses adversaires. Nous sommes le 4 janvier. Ça veut dire qu'en principe, quelques-unes de vos résolutions doivent à peu près tenir encore. Et peut-être faites-vous partie de ceux qui ont choisi de vivre un mois de janvier sans alcool. C'est une idée qui nous vient d'Angleterre. Alors, gadget ou pas, Florence Griffon et Sarah Lerche se sont interrogées sur cette abstinence provisoire. Café ou thé? Pour Adrien Thomas et ses 2 colocataires, le mois de janvier s'annonce sans alcool. Ces étudiants, futurs kinés, souhaitent voir comment leur corps va réagir. Apparemment, ça permet de mieux dormir, ça permet d'avoir une meilleure concentration, de perdre un petit peu de poids, de faire des économies. Donc je me dis tout ça, c'est des choses qui font pas forcément de mal. Pour se motiver, ils se sont inscrits au défi lancé par un collectif d'associations de santé, le Dry January, ou Janvier sec en français. Le site internet propose des conseils, suit les efforts des participants. Grâce à lui, Quentin Balestran vient de réaliser qu'il consomme environ 4 litres de bière par semaine. Je pense que ça va être difficile et c'est pour ça aussi que je fais ça aussi pour voir si je suis capable d'arrêter. Dans le sens où forcément je pense qu'il y aura quand même cette envie de boire un coup après une journée. Et puis il y a le problème des soirées et la pression des copains. Le regard des autres ou les petites moqueries, les petites piques, ça peut être un petit peu lourd. Surtout quand les gens, pourquoi tu bois pas une bière alors que la semaine dernière tu as bu une bière avec nous? À la maison au moins, ça ne devrait pas être trop compliqué. On la laissera ranger, puis on n'y touchera pas et puis on l'ouvrira plus tard, quand il y aura l'occasion. Vont-ils gagner leur pari? Il y a de fortes chances, comme le montre l'expérience lancée en Grande-Bretagne en 2013. Là-bas, 4 millions de personnes participent et réussissent. Pour moi, c'est une bonne manière d'économiser de l'argent. On peut ne pas boire et rester sociable.
Les effets positifs de ce mois sans alcool ont été démontrés. 58% des participants notent une perte de poids, 71% un meilleur sommeil et 80% retrouvent le contrôle de leur consommation. Pour ce médecin addictologue, ce simple mois d'abstinence a des effets toute l'année, notamment pour les gros buveurs. À 6 mois, ils avaient diminué leur consommation quotidienne d'1 verre. Ils étaient passés de 3-4 verres à 2-3 verres. Ils étaient passés donc dans des zones de consommation à très faible risque. Ce mois sans alcool peut-il prendre en France? Pour certains, il se heurte aux habitudes. Je ne vois pas une journée comme ça sans quelques bières. Il faut savoir évaluer la dose qu'on boit par jour ou par semaine. Moi, je sais que j'aime bien une petite bière comme ça de temps en temps et j'ai pas envie de supprimer ce petit plaisir, quoi. Les Français comptent toujours parmi les plus gros consommateurs au monde. 11,7 litres d'alcool par an et par habitant. L'alcool tue chaque année 40 000 personnes. C'est la fin de ce journal. Merci à vous qui nous suivez partout dans le monde grâce à TV5 Monde et notamment à Ouagadougou, au Burkina Faso.